Vous êtes tous restés quasi. Ah, c'est un peu fort la lumière, Henri, si tu peux baisser un petit peu. Merci. Alors ça fait quoi de le revoir? Parce que particulier? Oui, bah, ça m'a ému en fait. Il y a aussi des petits détails où je me dis merde, j'aurais pas dû faire ça. Comme quoi? Le truc à la con, mais genre par exemple, tu vois, le plan où la mère rentre dans la chambre quand alors qu'elle est torse nu, avec le ventre comme ça. Et tu sais, la mère referme la porte, et il y a le miroir qu'on voit tout le temps là dans la chambre. Je me dis, c'est con, j'aurais dû la placer un tout petit peu plus à gauche pour qu'on ait complètement son reflet dans le miroir avec le ventre, et à côté de la mère, ça aurait été super, et là, je sais pas pourquoi je l'ai pas fait, ça m'énerve, voilà. Ça, c'est des trucs. Sur le tournage, t'es beaucoup au combo, enfin, donc tu vois pas forcément ce genre de petits détails. Ah, moi je vois tout, t'es dingue, justement, c'est pour ça que je comprends pas pourquoi je laisse passer ça. Ah oui, c'est ça, parce que tout est millimétré et hyper pensé. Oui. Non, même contre le fric, presque. Je pense que tous les réalisateurs le sont. Je vois pas comment on peut faire ce métier autrement. Enfin, je veux dire, en le faisant par-dessus la jambe, c'est absolument impossible. Tu vas pas jusqu'au bout du film, je pense. Ouais, il y a des gens qui le font par-dessus la jambe. Donne-moi des noms, moi je... Non, on est pas là pour parler des autres, on est là pour parler de Titane. Moi, ce qui me frappe, c'est que finalement, on peut voir le film en l'écoutant, en fait. Et j'avais envie de parler du son parce qu'on n'en parle jamais, mais c'est incroyable le nombre de petits détails, puisqu'on parle de ça, qui passent par le son. J'ai plusieurs exemples comme ça qui me sont venus en revoyant le film. Ça commence dès le départ dans la voiture. C'est vrai que cette idée d'un être humain qui devient machine, enfin, elle est présente dès le départ avec ces petites filles, et la façon dont elle chante, dont elle chante pas non mais elle vrombit dans la voiture. Oui, elle vrombit, oui, complètement, elle vrombit, et c'est vrai que à la fin du travelling sous le châssis, le bruit, en fait, enfin le vrai vrombissement du moteur se met à se confondre avec son vrombissement à elle, pour faire vraiment une transition en fait sans accroche entre les deux. Donc c'est vraiment une manière d'amener le sujet dès le départ sans qu'on s'en rende compte, mais de donner une intuition un petit peu de ça après. Sur l'ensemble du son, je crois que mais ça je le fais souvent, je crois que je l'avais fait sur Grave, mais peut-être de manière moins assumée que sur Titane, mais en général je travaille beaucoup avec la même équipe, et il se trouve que l'équipe son en montage et en mix c'est toujours les mêmes, et donc c'est comme avec la lumière, comme avec Ruben, on creuse, on essaie de creuser de film en film un petit peu les mêmes obsessions, mais en allant plus loin. Et c'est vrai que sur Titane, en le revoyant, je me suis dit c'est bien, j'ai quand même été pas mal dans cette réflexion en fait sur la subjectivité du son. C'est-à-dire que pour moi c'est vrai que dès le départ il était déjà j'aime pas du tout rajouter des petits oiseaux, d'ailleurs je pense que vous en avez pas entendu dans le film. Ça, je préfère qu'il y ait un blanc que des petits oiseaux très très largement, mais tout ça pour dire que c'est vrai que le son objectif, ou disons que le son un peu charté, genre on est dans un jardin la journée, donc il faut mettre des cris d'enfants, il faut mettre des voitures qui passent et des bruits de feuilles, enfin, je m'en fous complètement. Pour moi le son c'est comme la lumière, là pour nous parler d'un état d'esprit des personnages, pour nous dire comment ils se sentent, quelle est leur évolution, et tout ça. C'est-à-dire que moi je crois vraiment quand même, surtout en parlant de technique, je crois beaucoup à l'idée de paysage mental, et donc pour revenir au son, il y a vraiment cette idée, ce travail sur la subjectivité, où on est très souvent à l'intérieur des personnages, d'ailleurs pas toujours les personnages qu'on croit, parce que par exemple quand elle tue le fan au début, le premier mec qu'elle tue, en fait on est si vous revoyez la scène, des fois que vous la revoyez, on est de son point de vue à lui, c'est-à-dire qu'on est complètement dans l'intériorité du mec qui se fait percer l'oreille, puis l'oreille interne, puis le cerveau, et alors qu'en fait la logique voudrait qu'on soit avec elle. Donc on devrait être à l'extérieur, puisque c'est mon personnage principal, donc a priori on devrait être avec elle, et en fait je trouve que,
personnellement, moi, pour une raison, mais alors vraiment pour le coup qui est liée à mon histoire, je m'identifie plus dans cette scène à cette victime qui est un énorme connard. Je veux dire, pas du tout moralement. Non, quoiqu'à ce moment-là, elle n'est pas encore vraiment identifiable moralement non plus. Mais lui, on voit bien qu'il la cherche, qu'il la stalk, qu'il la malmène, il l'agresse, il l'agresse même sexuellement, l'embrassant, tout ça. Bon. Donc c'est pas cet endroit-là que je m'identifie, mais c'est vrai que quand j'ai décidé de ce modus operandi de meurtre, qui est très spécifique, en fait, j'ai choisi ce modus operandi parce que, je voulais un modus operandi où il n'y aurait pas de sang. Parce que sinon, je me suis dit, le film, ça va être un bain de sang si j'avais pris, je sais pas moi, un énorme poignard. Il y a quand même pas mal de meurtres au début, ça aurait été un peu too much en termes d'hémoglobine et tout ça, j'avais pas du tout envie de ça. Et puis j'aime bien l'idée que quand il n'y a pas de sang, ça amène une forme d'étrangeté. C'est aussi pour ça que j'ai choisi le noir en ce qui la concerne, évidemment pour rappeler la voiture, évidemment tout ça, mais aussi parce que ça apporte comme ça une étrangeté qui me paraît intéressante. Donc je reviens au mec qui se fait buter, et donc j'ai choisi ce modus operandi parce que moi quand j'étais petite j'ai subi ce qu'on appelle des parasynthèses. Parasynthèse, c'est une procédure, je crois qu'elle n'est plus vraiment utilisée aujourd'hui, une procédure médicale ORL, parce que moi j'ai des problèmes d'oreille à droite depuis que je suis petite, et en fait ça consiste à enfoncer une aiguille dans le tympan, plutôt très profondément et surtout sans anesthésie, et ça fait excessivement mal, mais c'est vraiment c'est une procédure que moi personnellement je trouve un peu barbare, et il se trouve que j'en ai subi beaucoup. Donc quand j'ai pensé en fait, quelle serait la manière la plus sourde, la plus étrange et en même temps la plus douloureuse pour tuer les victimes de mon personnage principal, j'ai pensé à ça tout de suite. Et donc du coup, ça fait que quand elle les tue de cette manière, et ben moi, mon son, c'est-à-dire le son que j'imagine pour la scène, est forcément celui de la personne qui se fait traverser le tympan. Tu vois ce que je veux dire? C'est que mon empathie, pas du tout morale, mais mon empathie physique, que j'essaye de créer d'ailleurs beaucoup dans le film avec elle, mais moi à ce moment-là, mon empathie physique, elle va pour lui. Et donc on a fait ces bulles comme ça, où on est complètement... Tout à coup ça devient coton, tout à coup on est à l'intérieur, et tous les bruits de l'extérieur deviennent extrêmement camouflés, extrêmement ouatés, en fait. Et c'est fou comme la relation d'ailleurs du spectateur à un film comme celui-ci passe beaucoup justement par le son, y compris par des choses... par exemple, pour marquer l'épuisement, la fatigue du personnage de Vincent Lindon, je ne me souvenais pas qu'il y avait autant un travail sur le souffle. Voilà. Ah ouais, tu m'étonnes, mais même en plus... déjà, il a quand même pas mal de scènes physiques, donc il était assez naturellement essoufflé, parce que je l'ai fait quand même, je l'ai un peu secoué sur ce tournage. Même s'il a beaucoup bossé avant, parce qu'il est... Et puis il a bossé 1 an et demi pour sa musculature, évidemment, à soulever de la fonte tous les jours. Mais oui, c'est vrai que en fait, finalement, c'est quelque chose, c'est pareil. C'est-à-dire que naturellement, je pense que n'importe qui aurait tendance à diminuer le son de ses respirations, ou carrément même à les enlever, parce que c'est vrai que ça peut être vu comme un son parasite. Et alors que moi, évidemment, puisque ça vient non seulement du corps, bon, ça m'intéresse forcément, et en plus, ça dit quelque chose de l'âge de mon personnage, et il se trouve que c'est sa problématique à lui aussi, une de ses problématiques en dehors de son fils. Mais disons, quand il nous dit « je suis vieux » et qu'on le voit se piquer, on comprend très bien c'est quelqu'un qui a besoin de continuer à tenir, sinon il s'écroule. Et donc forcément, l'âge, ça marche pas trop. Et donc du coup, voilà, ce truc-là, ça allait dans ce sens-là, ça allait dans le sens de ce golem au pied d'argile qu'il représente pour moi. Et donc j'ai décidé de mettre plus fort, enfin d'augmenter le volume sur toutes ces respirations-là, quitte à ce que ça puisse nuire un tout petit peu, tu vois, à l'écoute, mais c'est pas grave. C'est-à-dire que pour moi, je travaille le son de la même manière, voire même plus que l'image, c'est-à-dire que c'est vraiment de manière viscérale et organique. Comme tu le dis, le son, ça participe beaucoup, et c'est même pas juste que ça participe beaucoup, c'est, je crois, spécifiquement dans le film de genre, on est vraiment sur une importance à 50% de l'image. Enfin, pour moi, on peut pas négliger le son par rapport à l'image dans un film de genre. Ça participe des sensations qu'on veut vous transmettre, des émotions qu'on veut vous transmettre, et vu que surtout, en plus, moi, vous voyez bien, je fais des films qui font pas beaucoup de dialogue, donc évidemment, tout l'univers sonore, comme la danse et comme la musique, participe en fait évidemment de mon moyen, comme de ma manière de m'exprimer en fait dans le film, puisqu'effectivement je n'utilise pas beaucoup la parole. Voilà. Mais c'est une manière aussi de déréaliser, c'est-à-dire que
enfin, une scène peut-être qui paraît, enfin, dont on pourrait ne pas parler, c'est la séquence de quand elle monte dans le bus, par exemple, quand on voit le bus, on n'a pas la sensation d'un réaliste d'un bus, en fait. Et pourtant, on a travaillé que sur les sons du bus, mais ils sont. En fait, moi, comme vous le sentez aussi, j'utilise beaucoup les ultrabasses. Ça, c'est pareil, c'est pour une question de sensation physique, c'est pour vous faire vivre en fait le film et pour faire vivre l'expérience des personnages en même temps qu'eux, pour aussi créer le malaise, pour créer en tout cas un engagement de votre part. Et l'ultrabasse, pour ça, c'est génial. C'est pour ça que je préfère que vous ayez vu le film en salle plutôt que chez vous, parce qu'à la télé et sur l'ordi, on ne les entend pas, ce qui est franchement dommage quand on sait que le film est à, je sais pas, peut-être 70% rempli d'ultrabasse. Et du coup, dans la scène du bus, c'est ce qu'on a fait, c'est-à-dire qu'on a utilisé tout simplement, on a lancé le bus, ok, mais le bus, ça fait déjà, tu vois, ça fait déjà des basses très présentes et très fortes. Évidemment, on a rajouté par-dessus, mais on a aussi utilisé ces basses, on les a poussées. Pour tous les autres sons en fait du moteur, on les a pas mal distordus. Et en fait, je trouve ça toujours vachement intéressant d'utiliser des sons, j'aime pas trop dire du réel, parce que franchement, le réel, ça m'ennuie à crever, mais en tout cas, des outils qu'on a autour de nous, de juste regarder autour de nous et de se dire, ah bah ça, je peux m'en servir, je peux le transformer, je peux en faire autre chose, pour justement essayer de transcender un petit peu ce qu'on a sonné au quotidien, quoi. Donc je fais pas mal ça. Ce qui est passionnant, c'est si on poursuit un peu sur cette idée de déréalisation, c'est comment évidemment beaucoup de choses passent à l'image, mais parfois de manière très subtile. Si je prends par exemple la séquence du déjeuner avec la mère, il y a ces cadrages, enfin on est un petit peu en plongée, en fait, on n'est pas vraiment... méga en plongée. Méga en plongée même. Sur les deux parents, pas sur elle, t'as vu, pas sur Adrien. Ouais. Donc ça c'est très intéressant parce que ça induit comme ça quelque chose de bizarre, de troublant en fait. Mais en fait, ce que je voulais induire, moi là surtout, c'était quelque chose de presque mythologique. Mythologique dans le sens où je voulais qu'on sente les parents, surtout, parce que eux, ce qu'ils ont en commun, évidemment, c'est la mort de leur fils. Donc je voulais qu'on les sente un petit peu écrasés par une forme de fatalité, mais qui viendrait d'en haut, si tu veux. Et qu'en plus, cette scène, elle a quelque chose de pathétique, mais au sens du pathos grec, quoi, quelque chose de vraiment d'archaïque, dans cette manière, en fait, dans leur partage et en même temps leur différence totale de réaction par rapport à la mort en enfant, de réaction évidemment par rapport au nouvel Adrien. Et j'aime bien ça. Et puis elle, c'était d'autant plus important de donner cette sensation un tout petit peu mythologique que elle c'est le seul personnage du film finalement qui nous aide à les voir pour ce qu'ils sont. C'est-à-dire que très bizarrement non puisque je l'ai construit comme ça, mais en tout cas c'est quelqu'un qui intervient pour 2 scènes, et pendant ces 2 scènes on est de son point de vue elle. On est ni avec Vincent ni avec Adrien, on est de son point de vue elle, parce que je trouvais qu'à ce moment-là c'était important de ne pas tomber dans une forme de naïveté en se disant « Ah bah c'est super, leur couple il marche très bien, ils vont vivre comme ça toute la vie et tout ça », et de se rappeler en fait qu'ils n'étaient pas encore arrivés au bout de leur chemin vers leur relation, l'issue de leur relation, qui est vraiment cette acceptation inconditionnelle l'un de l'autre, et de montrer qu'il y avait encore des voiles, et que tous ces voiles, bien sûr, il faut les enlever. Mais moi j'essaie de les enlever un par un pendant le film, pour arriver à la scène finale, où non seulement ils se disent « je t'aime », mais où il lui dit « c'est quoi ton prénom ?» Elle lui dit « Alexia », et là on sait qu'ils sont vraiment l'un en face de l'autre. Et du coup, la mère participe beaucoup à ça. Parce que la mère nous rappelle qu'il y a un voile. Parce qu'en réalité, si on note la mère de cette scène, on les voit tous les deux manger, ils ont l'air parfaitement bien, n'est-ce pas? On est à un moment où ils sont dans un truc de communion. Ils ont tous les deux accepté, en fait, cette relation filiale. Ils ont tous les deux accepté que Adrien était Adrien. Adrien veut être Adrien. Lui, bon, ça fait longtemps qu'il veut que ce soit Adrien de toute façon. Et donc, du coup, on aurait pu continuer longtemps comme ça. Et la mère, elle arrive avec son regard disruptif où on se dit non, ils ne sont pas encore dans la vérité de leur relation. La vérité viendra après, et ils n'ont pas fini de faire ce trajet. Bon, je me suis étendue comme une malade, là. Non, mais c'est super intéressant, mais justement, l'aspect mythologique, bon, qui est vraiment lié dès le titre avec Titane, elle passe aussi évidemment par les lumières, par le travail sur la photographie. Enfin, on parlait du cadre, mais on peut parler aussi des lumières, enfin, vraiment l'association du métal et du feu. Enfin, c'est vraiment ça aussi l'idée qui du coup passe beaucoup à travers la lumière, à travers le travail sur l'évolution de la lumière dans le film.
Ah, c'est marrant parce que moi, pour moi, je lis pas ça à la lumière. Je vois très bien ce que tu veux dire, parce qu'évidemment, il est question de réflexion et tout ça, mais pour moi, le feu, ça éclaire. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, le feu, c'est le feu. Donc, je lis pas ça forcément à la lumière. Mais en tout cas, oui, le rapport feu-métal, évidemment, quand on parle de Gaïa et Ouranos, quand on parle de la naissance des titans, c'était évident qu'il fallait que ce soit présent dans le film. D'ailleurs, c'est le centre du film, symboliquement, je veux dire. Mais en tout cas, moi, si on parle de lumière, je pense que c'est surtout, en fait, pour moi, la lumière sert beaucoup à déconstruire les archétypes. Les archétypes, ça peut être des archétypes sociétaux, ça peut dire les a priori qu'on a sur le genre, a priori, vraiment le truc de base, les garçons c'est bleu, les filles c'est rose, bon ben, hein. Donc là, c'est vraiment, la lumière va aider à dégommer ça, et on voit bien avec la scène des pompiers qui dansent, avec le fait que, en fait, les couleurs les plus froides sont de son côté à elle, quand elle est du côté du salon et tout ça. Mais c'est aussi pour dégommer un petit peu vraiment les archétypes mythologiques, c'est-à-dire ce que représente justement Gaïa et Ouranos, et comment, alors, juste Gaïa et Ouranos, Gaïa la terre, Ouranos le ciel, accouplement, titan, titanide, donc nouvelle humanité monstrueuse et extrêmement puissante. Et là pour moi Gaïa, donc ce serait Alexia Adrien, et Ouranos Vincent. Et c'est vrai que en fait, dans l'idée, et d'ailleurs, excuse-moi, je peux juste dire un truc, ce qui est étonnant, c'est qu'en fait le métal est du côté de Gaïa, alors qu'en réalité ça devrait être le feu, et le feu est du côté d'Ouranos, alors ça devrait être le métal. Donc voilà, encore un truc où j'essaye juste en fait de constamment subvertir les attentes qu'on peut avoir, même si vous n'êtes pas conscient de ces attentes parce qu'elles existent que dans ma tête et que peut-être il n'y a que moi qui ai pensé à ça, mais même dans ma tête j'essaie de les subvertir tout le temps, de ne pas me laisser aller à quelque chose finalement de reconnaissable, parce que l'idée c'est quand même de recréer une nouvelle humanité dans ce film. Donc, Et ça passe du coup aussi par... ce qui est intéressant, si on prend l'aéroport par exemple, il y a ce plan où on voit cette structure d'acier. Ouais. Donc c'est très très intéressant parce que du coup il y a vraiment cette idée de contamination, même d'un lieu qui est un lieu lambda, à l'aéroport, quoi. Mais en même temps il devient mythologique. Et là, tu sais pourquoi j'ai choisi ce lieu? Alors déjà toi tu as l'impression comme ça effectivement tu m'as dit de contamination, parce qu'on l'a évidemment l'a éclairé en rouge, donc il y a un truc ultra dramatique, mais alors ça c'est vraiment pour le coup, moi ça me rappelle beaucoup le début du fait qu'on ait choisi le rouge pour éclairer ce que moi je vois comme un sas. Ça me rappelle le début de Suspiria, enfin, tu vois, c'est un peu d'Argento. C'est intéressant d'utiliser le rouge, en fait, de l'utiliser de temps en temps, comme ça, pour créer un truc un petit peu lyrique, comme ça. Moi, je l'aurais pas pris sur une scène de 5 minutes, mais là, sur le net, je trouve ça marrant. Et puis surtout, pour moi, j'ai choisi ce lieu parce qu'il me rappelle une soucoupe volante. C'est un lieu, évidemment, qui appartient à l'aéroport de Marignane, où on a tourné. Et en fait, je trouve que l'architecture était assez intéressante pour jouer, finalement, le passage d'un monde à l'autre. En fait, hein. Et c'est vraiment ça, on passe vraiment, on sort en fait avec ce tunnel. D'ailleurs, c'est marrant, c'est moi qui ai réalisé le film, je sais très bien pourquoi je le fais. C'est pas du tout un hasard, comme je dis, mais bon, c'est d'un type de langage. Et en fait, quand elle est dans ce passage, dans ce sas, j'ai demandé à Agathe de se retourner. Tu vois, pour moi, symboliquement, il y a un truc où elle regarde la vie d'avant, qu'elle vient de mettre en feu, qu'elle vient de brûler, donc pareil pour la purger, tout ça est encore très symbolique. Et puis quand on arrive à l'aéroport, pour moi là, on arrive dans le monde d'Adrien. Déjà, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui était très clair dans ma tête. Et d'ailleurs, tu vois, tout à coup, on arrive à l'aéroport, on sort de ce sas rouge très argentesque, et tout à coup, on est dans une lumière très crue, très froide, qui est presque réaliste. J'aime pas dire heureusement le contraste vient nous sauver d'un trop de réalisme, mais voilà, qui tout à coup fait qu'on est confronté à une forme de dureté, de réalité, où on se dit comment est-ce qu'elle va durer dans ce monde-là. Et c'est toujours ça, à partir du moment pour moi où elle quitte son ancien monde, c'est comment est-ce qu'elle va survivre dans le monde d'après, qui n'est absolument pas fait pour elle. Alors, peut-être qu'il y a déjà des questions dans la salle. Oui. Attendez, venez déjà. Le fil, ça va aller. Je sais pas, je vais vous chercher un autre. Ah oui, parce que s'il y a quelqu'un au fond de la salle, là, on pourrait carrément. C'est compliqué, hein. Ouais. C'est bon, oui. Déjà, merci pour ce film, parce que j'ai beaucoup aimé. Et justement, je voulais rebondir sur ce que vous disiez à propos du feu.
j'ai remarqué en le voyant que quand Alexia au début fait brûler le bidon d'essence, c'est exactement la même réaction que Vincent à la fin, quand il y a l'essence qui brûle, enfin l'alcool qui brûle sur sa peau. Et justement, est-ce que c'est pas un peu... qu'est-ce qui les rapproche, Alexia et Vincent, au-delà du feu? Enfin, comment est-ce que vous avez fait passer la filiation entre deux au-delà du feu? Alors, première chose, tu sais, je pense que alors moi, j'avais pas fait le lien entre ces deux réactions, parce que je fais exactement le mouvement, exactement ce que tu veux dire, comme ça. Mais je pense qu'on réagit tous comme ça quand il y a le feu qui prend d'un coup, non? Enfin, je pense qu'on l'aurait tous fait, en fait. Et du coup, moi, je leur ai rien dit, on s'est pas concerté. Je pense qu'ils ont une réaction naturelle, parce que dans ces deux cas, de toute façon, mais d'ailleurs dans quasiment tout le cas du film, le feu est un vrai feu. Nous, on a travaillé avec du vrai feu, donc ils ne devaient pas faire semblant devant devant des croix vertes qui disent c'est des effets spéciaux, tu vois. Et donc du coup, ils ont réagi comme ils ont pu face au feu, les pauvres. Mais en tout cas, ça rend bien. Mais alors pour la suite, qu'est-ce qu'il n'y aurait rien? C'est ça que je voulais montrer quand même. C'est que, si tu veux, moi je voulais essayer de voir comment deux personnes qui a priori auraient dû s'entretuer. Quand on voit d'où ils viennent tous les deux, quand on voit où ils en sont, surtout parce qu'ils sont tous les deux au bord du précipice, elle est que pulsion de mort, lui au bord du suicide, ils auraient dû s'entretuer, ces gens-là. Ils n'ont absolument aucune raison, ni qu'ils se rencontrent a priori, ni qu'ils s'aiment a priori. Et même plus, donc je pense qu'en fait, quitte à se rencontrer, je pense que normalement, ils auraient dû nous faire un beau court-métrage. Voilà. Mais j'ai pas décidé de faire un long métrage, donc non, je rigole. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que ce qui m'intéresse dans cette relation et ce qui les lie au début, en tout cas, je pense que c'est leur solitude et c'est le fait qu'ils sont arrivés tous les deux au bout d'un chemin complètement et qu'aucun de deux n'a le choix. Ils ont besoin l'un de l'autre à cet endroit-là parce que il faut qu'ils se réinventent tous les deux, sinon c'est la mort assurée en fait. Et il se réinvente sur un mensonge, qui pour moi est un mensonge commun, parce que je pars du principe, je sais que tout le monde ne l'entend pas comme ça, et franchement tout le monde l'entend vraiment comme il souhaite, mais pour moi Vincent sait dès le début que c'est pas Adrien. Mais une fois de plus, ça me dérange pas du tout, si certains d'entre vous ont cru qu'ils pensaient que c'était Adrien, ça me va aussi. Mais en tout cas, pour moi, depuis le début, il sait que c'est pas lui, mais il se raccroche à cette opportunité de revivre. Et c'est ça qui les lie, c'est leur vulnérabilité commune à ce moment-là. Lui, parce qu'il a vraiment besoin d'une raison pour continuer à vivre, et parce que sans son fils, il peut pas. Et elle, pas tout simplement parce qu'elle se fait dézinguer dès qu'elle sort de l'aéroport, si elle a la même plus qu'avant. Donc c'est ce mensonge-là qui les lie, mais après c'est pas ça qui fait qu'ils s'aiment, évidemment. Ce qui va faire qu'ils s'aiment, une fois de plus, c'est déjà qu'ils vont se rendre compte de cette dépendance, ils vont se rendre compte qu'ils ont besoin l'un de l'autre, littéralement, qu'il y a de la nécessité. Et puis, en fait, tout simplement, je crois que au bout d'un moment, quand tu as besoin de quelqu'un, eh ben, tu es obligé, en fait, de te laisser aller une forme de vulnérabilité, de la montrer. Et voilà, et tout simplement, donc c'est en ça qu'au bout d'un moment c'est inconditionnel pour moi ce truc, parce que une fois que les voiles ils sont enlevés, une fois que les mensonges ils sont enlevés, en fait qu'est-ce qu'on en a à foutre réellement de qui ils sont l'un pour l'autre, de quel genre d'amour ils partagent, de qui ils sont dans leur ancienne vie, de tout ça. Tout ce qui compte, c'est le trajet qu'ils ont fait là. Et c'est quelque chose que je crois vraiment. C'est-à-dire que je crois vraiment que dans la vie, tout ce qui compte, c'est de tendre vers quelque chose. Peu importe si on l'atteint, cette chose. Par exemple, c'est de tendre vers son essence. On dit, je veux me trouver, ou je me suis trouvé. Ça, c'est tendre vers soi-même. Et puis, quel que soit le trajet, c'est le trajet qui compte, c'est les pots que tu laisses derrière. Et puis, on verra si un jour tu arriveras à ton essence ou pas. Ça, on ne sait pas, parce qu'a priori, on est vivant, et c'est que quand tu es mort que tu le sais. Donc voilà. Mais en tout cas, c'est un peu pareil pour leur relation. C'est-à-dire que c'est les pots qu'ils laissent derrière, comme ça, pour arriver à l'essence de leur relation. Bon, pareil, je me suis beaucoup trop étendue. Merci pour ta question. Bonsoir Madame Ducournau. Bonsoir Monsieur. Alors
merci beaucoup pour ce film, je le trouve vraiment excellent. Je trouve que vous avez amplement mérité la Palme d'Or. Alors, merci, c'est gentil. Je trouve que c'est le type de film dont on a vraiment besoin dans le cinéma français, parce que c'est un film vraiment qui sort du lot, c'est un film de genre, et justement c'est un film qui mélange plusieurs genres, à savoir la science-fiction, l'horreur physique à Cronenberg, et aussi le drame familial un peu tragédie grecque du coup. Et la comédie un peu aussi, non? Oui, il y a un... Et je vous ai entendu rire, j'étais dans la salle, hein. Vous pouvez pas mentir. C'est vrai, il y a un peu d'humour, et aussi c'est un film qui est très riche en thématiques, et du coup la question c'est le fait que le film parle de pas mal de problèmes auxquels la femme est confrontée dans notre société actuelle, à savoir déjà le fait que le corps de la femme qui est considéré comme un obèse, ce qui est la raison pour laquelle Alicia décide de se changer en garçon, et aussi la masculinité toxique. C'est un problème auquel est confronté le personnage de Vincent Lindon lorsqu'il s'injecte du coup Si je peux parler un tout petit peu plus fort, du coup c'est un problème auquel est confronté le personnage de Vincent Lindon, la masculinité toxique du coup. Et à quel moment? Lorsqu'il s'injecte du coup. Ah oui, d'accord, oui, tout à fait. Et donc je me demandais, est-ce que ce film peut être considéré comme étant féministe? Bah oui, complètement, oui. Ouais, c'est cool parce qu'il y avait plein de trucs à dire, ça aurait été très intéressant ton intervention. Parce que ça, il n'y a pas de secret, oui, évidemment. Enfin, je veux dire, ça surprendra personne, je pense, dans cette salle. À part la dame qui est partie en disant elle est tarée, mais sinon. Mais en tout cas, oui, complètement féministe, t'as absolument raison. Alors, le truc, la question de. Alors, toi, je crois que ce que tu as dit, c'est ce que j'ai bien entendu, tu as dit donc qu'elle. En gros, c'est pour ça qu'elle devient un garçon, c'est à cause des agressions qu'elle subit dans la vie, des agressions toxiques qu'elle subit dans la vie, c'est ça? Oui. D'accord. Alors, c'est pas exactement pour ça. En tout cas, moi, je pense que t'as raison, mais pas à cet endroit-là. Pour moi, l'endroit où elle décide, en fait, d'en finir avec toutes ces agressions, avec cette vie-là, en fait, avec cette vie de menaces permanentes, cette vie d'angoisse permanente, cette vie d'objectification permanente, c'est dans le bus. Et en plus, tu sais, dans le bus, donc elle part de chez Vincent, donc ils sont frités, elle veut se casser, elle en peut plus, blablabla. Elle prend le bus, donc dans le bus, il y a les mecs qui arrivent et qui, là, pour le coup, disent des horreurs absolues. On se dit que s'ils restent un peu plus longtemps, c'est sûr qu'ils vont les agresser, avec la nana qui est à côté d'elle, l'autre passagère. Et là, pour moi, en fait, j'ai fait exprès de jouer sur une ambiguïté dans cette scène, qui est que, tu vois, l'autre passagère qui est à côté d'elle, elle la regarde de manière insistante, et elle la regarde en retour. Mais on ne sait pas si la passagère la regarde parce qu'elle pense que c'est un pompier, et donc qu'elle devrait l'aider, ou alors pour aller chercher une solidarité féminine parce qu'elle voit que c'est une femme. D'accord? Donc cette ambiguïté-là, j'ai fait exprès de la garder. En revanche, vu le résultat de la scène, qu'elle sort et qu'en fait elle lâche la nana. C'est-à-dire que ça c'est une horreur. Mais après, il ne faut pas oublier que c'est Alexia. Alexia, c'est pas Mère Teresa. Hein. Depuis le début, on voit bien que la morale, c'est pas ça qui l'étouffe. Mais du coup, elle se barre, elle laisse la meuf toute seule. Mais pour moi, à cet endroit-là, c'est un aveu, si tu veux, presque de féminité. C'est un aveu de ras-le-bol, en fait. Et c'est pour ça qu'elle revient chez Vincent après, et que c'est à ce moment-là qu'elle lui dit « Papa, réveille-toi » et qu'elle peut pas le tuer. Parce qu'elle se dit, ce mec-là, en fait, c'est aussi mon opportunité d'échapper à la vie qu'on me propose dehors en tant que femme. Tu vois ce que je veux dire? Donc toi, ce que tu disais, que tu mettais plutôt au niveau de la première partie, je pense, ou au niveau de l'aéroport, moi je le mets pas là. Parce qu'au niveau de l'aéroport, c'est pas la raison pour moi, pour laquelle à cet endroit-là, elle se grime en cette adolescence, c'est vraiment très basiquement pour échapper aux flics et du coup elle doit trouver une solution, certes un petit peu radicale, mais en tout cas qui marche bien. Voilà. Je réponds à ta question? Oui, j'avais une... Alors on va peut-être passer le micro à quelqu'un d'autre pour une autre question si ça ne te dérange pas. Merci beaucoup. Merci à toi. Ouais. Bonjour. Bonjour. Moi je voulais savoir comment vous l'avez pendu ce film. À quel moment vous êtes dit tiens je vais faire un film avec un bébé qui va devenir une voiture qui sera hybride voiture et une femme qui couchera avec des voitures.
Ça me paraît pas si spectaculaire, mais en fait, je pense que je sais pas si tu souhaites faire du cinéma dans ta vie, si j'imagine que c'est pour ça que tu me poses la question, mais en tout cas, je pense que peu importe le moyen, l'important c'est ce qu'on a à dire. Donc si tu veux, moi je savais ce que j'avais à dire, je savais, et après, il se trouve que moi mon cerveau pensait énormément en symboles. Et c'est ce qui est génial avec le genre, c'est qu'on utilise le symbole énormément. Mais, et de manière désinhibée, et le symbole peut faire histoire, ce qui n'est pas le cas partout. Enfin, dans tous les genres, je veux dire. Et dans toutes les typologies de films. Mais en tout cas, moi je me suis pas réveillée un matin en disant que j'allais faire ça comme histoire. C'est vraiment une manière de connecter les points entre différentes envies, différentes choses à dire. Évidemment, moi, mon premier truc, c'était de parler d'amour inconditionnel, c'était de parler même d'amour tout court, ce qui était une difficulté pour moi à l'époque, et je pense que ça l'est toujours un petit peu. Et donc, du coup, de me demander pourquoi j'avais peur de parler d'amour, qu'est-ce que ça révélait chez moi, comment je voulais le traiter. Et aussi, évidemment, la question on va dire de la mutation, elle me passe jamais. Enfin, moi, c'est vraiment quelque chose parce que je vois la vie vraiment comme ça. Je crois beaucoup en l'évolution, je crois beaucoup au cycle, je crois beaucoup aussi en l'inévitabilité de l'évolution, d'une certaine manière. Donc la question de la mutation, c'est quelque chose qui apparaît dans tous mes films, depuis mon court-métrage. Et d'une certaine manière, c'est pour moi l'adapter à l'humain-machine de la même manière que j'avais fait l'humain-animal sur Grave, ça m'a paru évident en fait à cet endroit-là. Donc non, on ne pond pas comme ça, on pond beaucoup de travail. 3 ans d'écriture, beaucoup de travail. Enfin, je te dis ça pour toi, parce que tu me dis si tu veux faire du cinéma, il faut le savoir, quoi. Ça. Je veux faire du scénario. Ça prend du temps, ça prend du temps. Mais c'est bien, plus ça prend du temps, plus ça veut dire que ce sera bien. Est-ce qu'il y a eu une première image d'ailleurs au film? Est-ce que la toute première image dans ta tête, est-ce qu'il y en a eu une? Pas vraiment. En fait, la deuxième, ça a été le bébé à la fin. Enfin, en fait, ça a été toute la scène de fin qui m'est venue très rapidement. Donc là, j'ai vraiment commencé par la fin pour arriver au début. Ah, et pour répondre à ta question, du coup, forcément, quand tu as l'idée de cette fin-là, et que tu te demandes un petit peu comment il est né ce bébé et d'où il sort et tout, moi, l'équation, quand je suis fait un 180 en arrière, elle m'a amené à Alexia et la Cadillac. Mais pour quelqu'un d'autre, ça aurait été peut-être, je sais pas, un mixeur et un hamster, tu vois, c'est possible. Et du coup, non, la fin m'est venue très vite. Non, c'est vraiment comme je disais à la demoiselle, c'est vraiment un mix d'images que tu as envie de traiter depuis longtemps, que tu n'as jamais su mettre non plus. J'avais ce cauchemar que je faisais qui était en rapport justement avec le fait de donner naissance à des pièces de métal. Et que j'ai toujours bien aimé, j'ai toujours été perturbée par cette image, et je me suis souvent dit qu'il fallait que je l'exorcise, que je le catharsise quelque part. Donc, voilà, c'est plein de trucs en même temps. Il n'y a pas de eureka, tu vois. Mais ces séquences finales, est-ce qu'elles ressemblent à ce que tu avais imaginé? Parce que c'est toujours compliqué quand on fait un film, quand on écrit, d'avoir exactement ce qu'on avait en tête. Et par exemple, sur ces séquences-là, est-ce qu'elles sont vraiment... En fait, moi, j'ai simple, mon scénario, c'est presque comme s'il était découpé. Là, je vois toutes les scènes. Je suis hyper précise dans le scénario, je parle du costume, je parle des effets spéciaux, je parle du son, des effets sonores que je veux à tel endroit, je parle de lumière. Le seul truc dont je ne parle pas, c'est de cadre, parce que parler de cadre dans un scénario, ça le rend illisible. Mais tout le reste, c'est dans le scénario. Ça ne veut pas dire que ça évolue pas après. Grand merci et grand Dieu merci, ça existe avec l'équipe. Et que du coup, après, tu te mets à dialoguer avec tout le monde et tout ça. Les idées que tu avais dans ton scénario prennent de l'épaisseur dans le dialogue. Et même dans ton travail de découpage et tout ça. Mais en tout cas, moi, je suis quand même très très précise. Alors oui, ça ressemblait, c'est-à-dire que toutes mes intentions premières sont dans la scène. Il y en a peut-être si toutes mes intentions premières dans la scène, même tu vois le contre-jour quand elle arrive, parce qu'il fallait pas qu'on voit le ventre, parce que le moment où il fallait que lui voit le ventre, c'est le moment où il enlève le drap. Et pour moi, le moment où il enlève le drap, c'est la première fois dans le film où Vincent décide de voir la vérité en face. Donc pour moi, c'est d'ailleurs pour ça qu'il l'enlève de manière un peu dramatique, comme ça, comme un rideau. Il y a un truc où on dit bah les masques, je veux voir la réalité, je veux me confronter. C'est la première fois que Vincent se confronte à ça. Donc il était absolument essentiel qu'on ne voit pas le ventre avant. Donc il fallait travailler ce contre-jour avant, qui a été une tannée à faire d'ailleurs pour Ruben, parce qu'on est censé être le matin,
et en même temps il faut que ce soit suffisamment noir dans la pièce pour pas qu'on voit le ventre, et en même temps et on est le matin parce qu'on l'a vu dehors avant et que c'était le matin, et qu'en plus pour avoir un contre-jour il faut que ce soit le matin de l'autre côté. Donc en gros je crois que c'était la lumière la plus difficile qu'il lui a fait de tout le film, en plus de la forêt intégrale qu'on a dû éclairer. Et donc voilà, donc oui, non, les intentions sont toutes là, et je tiens juste à dire que quand même, c'est vrai qu'on me pose souvent la question, c'était quoi la scène la plus difficile? Je crois quand même que c'était celle-là. Ouais, elle a été très 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 dure à faire, parce qu'elle combine vraiment tout, c'est-à-dire qu'elle combine l'effort physique pour les acteurs, plus l'émotion pour les acteurs, plus une lumière, comme je dis, très compliquée, plus des mouvements de caméra, et le feu, non pas le feu, et le noir et les effets spéciaux. Donc la marque de noir et tout ça, les prothèses et compagnie. Elle était et puis elle est très découpée hein, aussi. Elle est très très découpée. Donc elle était très très difficile de tourner celle-là. Une question? En quoi consiste votre... Bonsoir. Bonsoir, désolé. Du coup, merci pour ce film parce qu'il est vraiment impressionnant. Merci. Et du coup, en quoi consiste votre processus d'écriture quand vous avez écrit le scénario, vous avez trouvé toutes ces idées, tout ça? Ça consiste en quoi? Alors vous me demandez comment ça se passe l'écriture pour moi. D'accord. Alors, faut savoir un truc, c'est déjà l'écriture ça se passe différemment pour tout le monde. Donc s'il y a un truc que l'expérience m'a apprise depuis quand j'étais en école de cinéma, c'est que ça sert à rien de se comparer aux autres. Il y a des gens qui arrivent à écrire un scénario parfaitement phénoménal en 6 mois. Si c'est pas votre cas, c'est pas grave. Moi, c'est pas mon cas perso. Il y a des gens qui arrivent à écrire des bouses en 6 ans aussi. Donc en fait, voilà, ça sert à rien de se comparer. Tout le monde a son processus. Il y a des gens qui écrivent très bien, par exemple le matin, qui se lèvent à 6h et qui se mettent à 7h au truc et qui du coup travaillent jusqu'à milieu d'après-midi. Personnellement, moi je commence en milieu d'après-midi et je finis à 3h du matin. Ça c'est la base. Donc déjà il n'y a pas de calendrier idéal, il n'y a pas de journée idéale, il n'y a pas tout ça. Et la deuxième chose, c'est que en fait je recommande pas de se lancer dans un scénario sans savoir où on va. Ça c'est le meilleur moyen pour perdre beaucoup de temps. Moi je suis pas très fan de tous les documents, traitements, séquenciers, j'en fais pas. Mais par contre, avant de rentrer dans un scénario, je prends énormément de notes. Je fais bien attention à bien définir mon univers, d'être sûr où je suis, les lieux dans lesquels je voudrais tourner, en tout cas les références de lieux dans lesquels je voudrais tourner. Je pense commencer un petit peu à penser au casting. En tout cas, j'essaie de baliser quand même beaucoup le terrain et effectivement d'avoir quelque chose de structuré avant de passer une histoire structurée avant de passer au scénario. Et après, voilà, comme je le dis toujours, c'est 3 ans de 95% de douleur et de 5% d'extase, si tu as de la chance. Et du coup, ça pourrait être applicable à n'importe quel type d'écriture, que ce soit les scénarios ou les romans ou autre. La difficulté, oui. La difficulté, je pense qu'elle est applicable à tous les arts en général. Hein. Tu peux, ouais. Je pense que c'est jamais... Si c'était... si on est honnête, en tout cas, par rapport à ce qu'on fait, c'est-à-dire que si on... Après, ça dépend, si tu veux. Enfin, je veux dire, si t'as envie de faire un truc blockbuster en te disant j'ai une recette idéale parce que ça va marcher, parce qu'il y a ci, ça et tout, c'est possible, on en a aussi, on va les voir de temps en temps, enfin, il n'y a pas de honte non plus. Mais ce que je veux dire, c'est que quand tu fais quelque chose de personnel qui t'expose, c'est-à-dire qui t'expose dans ton intimité, je pense que c'est pas du tout facile et qu'il faut le faire avec le plus de sincérité possible et donc finalement de s'empêcher le moins de choses possible. Il faut rien s'empêcher. En fait, on a le droit de tout faire à ce niveau-là. Merci. Alors, Qui veut? Bonsoir. Bonsoir. J'aimerais commencer par une citation, c'est Jean Semoulet qui disait quand on aime le cinéma, c'est avec une grande satisfaction qu'on découvre que les promesses d'un premier film, ce sont des promesses tenues pour un deuxième film. Donc c'est joliment dit, et je pense que ça correspond tout à fait pour Titane. Aussi, je ne sais pas si ça peut vous soulager, donc je trouve marrant, comme vous dites,
que vous parlez de la scène du miroir avec la mère. Ouais. Moi, je trouve que c'est très bien qu'on ne voit pas Alexia en entier. Ah, pourquoi? Parce que je trouve aussi que la part de mystère est aussi importante que de tout voir. Et à ce moment-là, en fait, nous, on imagine finalement son corps en entier. Ouais. Et je trouve que ça fonctionne très bien. Et je me suis rendu compte de ça aujourd'hui. Donc, je ne sais pas si ça vous soulage, mais en tout cas... Non, mais merci, oui. C'est-à-dire que je me dis, c'est peut-être ce que j'ai pensé sur le plateau et c'est pour ça que je ne l'ai pas bougé. Là, je l'ai vu, vous voyez, quand je l'ai vu là tout à l'heure, j'ai eu le même réflexe que quelqu'un de très maniaque qui a une tasse posée sur sa table qui n'est pas exactement à sa place. Donc, il la pousse un peu comme ça. Là, j'avais envie de faire... Tu vois, mais je comprends ce que vous dites très bien. Donc, du coup, en fait, la question, elle va un peu sur le cinéma, en fait, parce que bon, j'aime le cinéma de genre, mais j'aime d'abord le cinéma. Donc, ce que j'aime dans votre cinéma, justement, c'est que si on enlève les couches du genre, les couches du symbole, ce qu'on a, c'est une fois dans l'image, le son, le montage, le scénario, en fait, tout ce qui fait la matière première du cinéma. Et c'est pour ça, c'est ce que je pense que c'est la force de vos films. Et tout ça, ça me fait penser à Bresson. Donc souvent, on ne parle pas beaucoup de Bresson quand on parle de votre cinéma, mais comme il disait, je préfère un film qu'on ressente avant de le comprendre. Oui, c'est absolument ce que j'essaie de faire aussi. Donc du coup, en fait, il y a aussi ce travail avec les acteurs. Donc en effet, pour Titane, en fait, j'avais déjà un peu pensé à Bresson pour Grave. Et sur Titane, avec cette volonté d'une actrice non professionnelle pour incarner l'héroïne de votre film, c'est une démarche très bressonienne. Ça, c'est vrai. Et puis après, donc, vous faites aussi votre affaire avec Vincent Lindon, parce que vous le travaillez d'une manière qu'on n'a pas vue auparavant. Donc on peut dire que c'est votre touche bressonienne dans cette démarche. Donc la question est très simple, c'est un peu long, mais la question est très simple. Est-ce que Bresson fait partie de vos références des cinémas? Bresson, j'ai vu pas mal de ses films quand même. Je pense que quand il y a eu pas mal de chocs, enfin moi Mouchette m'a beaucoup bouleversée. Mouchette, je l'ai vu plusieurs fois. Oh là là, oui. Alors, Un condamné à mort s'est échappé. Enfin, en fait, vous avez raison, c'est totalement organique finalement comme cinéma. Hein. C'est vrai qu'on le dit pas non plus souvent. Lui, sur Mouchette, c'est plus apparent, je trouve, encore que sur Un condamné à mort s'est échappé. Mais en tout cas, non, c'est pas une référence directe. Quand vous me dites ça, je vais peut-être revoir ces films pour essayer de creuser le truc. Mais non, c'est pas vraiment c'est pas une influence. Disons que j'aime pas parler de référence parce qu'on fait pas des films en faisant des références à d'autres gens, enfin, à moins de faire une parodie ou un truc comme ça, mais je pense qu'en termes d'influence, c'est quelqu'un dont j'ai aimé les films, mais que je crois que j'ai vu de manière trop scolaire, parce que je les ai vus quand j'étais en école de cinéma, pas forcément à l'école, mais à cette période-là. Et donc, d'une certaine manière, je me suis moins exposée au bouleversement identitaire, identitaire, ça se dit, ouais, parce que maintenant, ils ont repris le mot, là, les autres connards de Faf, et j'ai l'impression qu'on ne peut plus le dire. Et du coup, non mais c'est insupportable, il y a vraiment... excuse-moi 2 secondes, mais tu sais, sur le fait qu'il y ait des drapeaux français dans mon film, il y a des gens qui m'ont demandé si c'était parce qu'ils étaient fachos. Non mais comme on met le drapeau français, maintenant c'est égal, forcément quoi. Ça connote. Ah, ça connote, c'est incroyable, alors que moi je parle du 14 juillet dans ma scène. Oui, c'est quand même assez clair. Et du coup... Mais du coup, en fait, voilà, pour moi, quand on parle d'influence, c'est vraiment des gens qui ont bouleversé non seulement ma manière de voir les choses, mais qui ont changé la manière dont je suis devenue une femme. Ça va être évidemment Cronenberg, Pasolini, Francis Bacon. Ça, c'est des artistes où, quand j'ai découvert leurs œuvres, déjà, j'étais beaucoup plus jeune. Donc du coup c'est vrai que c'est des années de formation intellectuelle qui sont précieuses, ça. L'adolescence et tout ça, c'est là où on découvre tout, on a envie de se forger un avis sur les choses, on a envie de se forger une vision du monde et tout ça. Donc c'est vrai que les artistes qu'on rencontre à ce moment-là, en général on les perd jamais et ils sont dans notre ADN après. Mais en tout cas ces 3 artistes, ils ont en commun pour moi, de quand j'ai découvert leurs œuvres, de me dire ça c'est la liberté en marche. Je me suis dit, c'est incroyable d'être aussi libre, et c'est comme si je découvrais, moi, qu'on pouvait être aussi libre que ça. Et ça m'a donné l'ambition de le devenir, en fait.
que moi, quand j'ai vu tout Pasolini, vraiment, je me suis dit, alors lui, encore plus dans ma tête, il a presque un statut de saint, parce que j'ai vraiment l'impression que c'est quelqu'un qui s'est sacrifié pour l'art, mais pour nous, du coup, aussi. Pour que notre vision change de nous-mêmes, et du coup, il a vraiment un statut, pour moi, presque divin, Pasolini. Mais, en tout cas, voilà, ça, c'est des gens qui m'ont profondément modifié. J'aime bien le mot modifier, ça fait un peu comme modification génétique. Et Bresson moins, mais du coup je reverrai ces films pour réfléchir à ce que vous venez de dire. Merci. Là, dans les références picturales, il y avait notamment le Caravage, c'est ça? Caravage, de manière évidente, ouais. À la fin. Il y en a plusieurs, parce que moi, c'est vrai que je ne fonctionne pas avec Ruben, justement pour pas tomber dans l'écueil de la référence. J'aime pas trop fonctionner en termes de références cinématographiques avec Ruben. Donc Ruben, c'est mon chef-op. Je lui montre essentiellement des toiles et des photos. Et donc là, bon, évidemment, il y a... Là, c'est vraiment inspiré du style du Caravage en général. Donc le moment où elle se regarde dans le miroir à la fin avant de rentrer dans la chambre de Vincent. Donc là, la lumière, c'était vraiment exactement essayer de faire ça. Et c'est pour ça que j'ai choisi un miroir avec le cadre doré, avec, tu vois, comme si c'était un cadre de peinture, en fait. C'est pour ça que j'ai choisi ce grand miroir-là, pour que ça fasse vraiment toile. Et c'est pour ça qu'elle est très figée dans cette position. Après, il y a aussi une toile que j'aime beaucoup et que je trouve très intéressante du point de vue de la lumière. C'est une toile qui n'est pas forcément connue, qui s'appelle Summer Night de Winslow Homer, qui est donc un peintre anglais du 19, je crois, fin 19e. Et en fait, ce que je trouve intéressant de cette peinture, qu'on a essayé totalement de reproduire dans un plan quand elle est à la plage avec Garance, qu'elle s'est barrée, qu'elle va vomir dans l'eau. Et en fait, le plan large, si tu veux, on a renvoyé des faisceaux de lumière comme ça sur l'eau, qui du coup se diffractent sur l'eau, et c'est un plan très large, avec vraiment la sensation de sentir vraiment le faisceau. C'est-à-dire qu'il n'y a absolument rien de naturaliste dans ce plan. De toute façon, moi, j'aime pas du tout la lumière naturaliste, et ça me dérange pas de jouer avec des sources présentes qu'on voit et qui ne sont pas justifiées dans le monde du film ou dans la narration. Je m'en fous complètement. Et donc du coup là on a reproduit ce truc là, mais ce qui est intéressant c'est que lui il a peint ça au 19e siècle, et dans sa toile on dirait vraiment qu'il y a deux phares de bagnole qui éclairent dans la nuit des gens qui dansent devant la mer. Et j'adore cette toile pour ça, parce que je la trouve incroyablement moderne en termes de lumière. Et puis sinon je vais aussi montrer des toiles de Magritte. Donc il y en a une qui s'appelle l'Empire de la Lumière, qui est très intéressante parce que la maison est dans la nuit et le ciel est en jour, et je trouve que ça donne un contraste. En termes d'indication de contraste, c'est quelque chose qui peut être intéressant aussi. Parce qu'avec Ruben, dès le début, on savait qu'on allait partir sur un contraste super radical qui pouvait être dangereux, parce que quand tu as trop de contraste sur une image, ça peut rapidement ressembler à une bande dessinée ou un cartoon. Donc du coup, finalement, t'éloigner de la charge émotionnelle de la scène, ce qui est vraiment dommage. Donc, nous, on a été flirté en étalonnage, et puis voilà, ça se jouait vraiment genre à 0,01 près, on basculait dans le cartoon, et on s'est mis juste en dessous la ligne pour tout le film. Oui, c'est comme la séquence justement où elle tue plusieurs personnes dans une maison. Ça pourrait très vite devenir cartoonesque. Oui. Là, ça, à la limite, pourquoi pas? Parce que c'est vraiment une scène de comédie pour moi. Complètement. Ah ouais, je l'ai écrit comme une scène de comédie, évidemment. En utilisant la chanson italienne. Voilà. C'est vraiment à ce moment-là pour moi, évidemment, que la comédie démarre. C'est pas quand elle bute Justine, ou moi en plus qui suis très attachée à Justine, ça ne me fait pas rire du tout. mais oui, c'est une vraie scène de comédie. Donc là, effectivement, le côté outrancier de la scène me dérange pas, parce que, en fait, pour moi, j'ai envie de dire, cette scène elle est importante, je l'ai créée parce que pour la première fois elle nous aide, nous spectateurs, à avoir de l'empathie pour elle, ce qui n'était pas du tout le cas avant. Mais là, à travers justement la comédie de la scène, à travers le fait que pour une fois elle réagit un peu comme quelqu'un disons d'abordable quand elle dit mais vous êtes combien, c'est-à-dire qu'elle nous montre qu'elle est fatiguée, elle nous montre qu'elle en peut plus, qu'elle est au bord du burn-out là. Et du coup, c'était très important vraiment qu'on soit avec elle à ce moment-là pour l'investir plus comme personnage principal.
sachant que c'est un personnage principal qu'il est impossible d'investir au début et qui s'investit vraiment par couche. Hein. C'est vraiment très 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 graduel. Et à la fin, normalement, on est totalement avec elle, quoi. Mais c'est vraiment très graduel. Et ça, pour moi, c'est la première étape. Donc la comédie, même si elle était un peu trop poussée, c'était important. Ce côté graduel, il passe beaucoup par son apparence, par l'évolution de ton apparence aussi. Le fait je crois pas du tout. Hein. Non, ah non, je crois pas que ce soit lié à son apparence pour le coup. Non, mais parce que je me dis, enfin, juste le fait qu'elle est sparadrap au début, puis après ça évolue. Ça, je pense pas que ce soit ça qui aide en tout cas à l'empathie, à l'exercice d'empathie pour elle. Je pensais pas à ça. Ah d'accord, excuse-moi, je crois que pour moi l'identification, quand on s'identifie, c'est un rapport à l'empathie, et le fait de l'investir ou non comme personnage principal, c'est une manière pour moi de dire est-ce qu'on est avec elle ou pas, ou alors est-ce qu'on est à l'extérieur et qu'on voit ça de l'extérieur. Juste, je finis mon truc, après tu me dis, parce que c'est intéressant comme truc, en fait, par rapport justement à l'exercice d'empathie pour elle, parce que c'est vraiment ça hein, auquel moi je vous soumets, et je crois que c'est aussi un petit peu une des gageures du film, c'est vraiment de réussir à vous faire avoir de l'empathie pour un personnage où dès le début vous êtes prêt à sortir de la pièce tellement vous êtes incapable de vous sentir proche, de vous reconnaître dans ce qu'elle fait et tout ça. Donc moi j'aime bien ce genre, en fait finalement ce genre d'évolution. En tant que spectatrice, j'aime énormément changer de point de vue sur un personnage. J'aime quand un réalisateur me fait finalement soit aimer quelqu'un où je me disais tout nous sépare, on n'y arrivera pas, et ou alors au contraire me montrer quelque chose de très très noir chez quelqu'un avec qui depuis le début je suis vraiment dans une identification, une empathie totale. Donc moi j'essaie de le faire aussi parce que c'est quelque chose que je trouve riche et qui fait réfléchir en fait finalement à qu'est-ce que ça veut dire, comment on considère l'autre être humain, comment on a de l'empathie, qu'est-ce que c'est que l'humanité, tout ça, enfin vous voyez bien. Et donc en fait, moi je pense qu'avec Alexia, ça se fait en 3 étapes. 3 étapes grossièrement, c'est-à-dire qu'il y a vraiment le premier mouvement du film où on n'en a absolument pas. Mais le moment où elle arrive sur Vincent, ce qui est intéressant, je trouve, c'est que là quand même, Vincent étant un personnage qui est cryptique au début, qui est plutôt violent, dont on voit qu'il a des comportements extrêmes et qu'en plus il est très musclé, et qu'en plus il la séquestre parce qu'il l'enferme partout où elle va. À ce moment-là, je pense qu'elle devient une forme de victime justement de sa folie à lui, et que du coup à ce moment-là on ne peut pas être avec lui, pour moi on peut être qu'avec elle. Et ça c'est une étape supplémentaire qui est intéressante. Et puis évidemment après il y a c'est-à-dire 4 étapes. La 3e c'est quand elle décide de devenir vraiment Adrien, et la 4e quand elle devient en lien avec ses émotions, avec son humanité, avec l'amour qu'elle a pour lui. Donc voilà. Tu disais quoi? Non, c'était ce côté un peu Pinocchio, un peu d'Alexia, en fait, avec son sparadrap sur le nez. Oui, parce qu'en plus, comme il y a vraiment un truc sur le mensonge, il y avait presque un truc comme ça quand elle a... Là, moi, j'aurais dit plutôt Android, en fait, parce que j'ai fait exprès de choisir un truc en métal. Comme le film de Spielberg aussi. Enfin... Lequel? AI. Ah ouais. Il y a un truc sur le nez dans AI? Non, pas du tout. Ah. Mais sur l'apparence. Ah oui, non, j'ai pas vu depuis longtemps. Excuse-moi, tu me chopes sur un film, je peux pas du tout en parler. Non, mais bon, c'est pas forcément la référence que. Enfin, voilà. Non, moi, c'est vraiment, en fait, c'est simple. Hein, c'est vraiment. Dès que je pouvais changer son apparence, que ça aille dans le sens de la machine, je le faisais. Donc, si tu veux, c'est vraiment pour moi une manière à cet endroit-là de lui ajouter un côté un petit peu android, un petit peu froid. Et d'ailleurs, il y avait une scène qu'on a tournée qui n'est pas montée, dans laquelle c'était la suite de après qu'elle se soit battue avec Vincent quand elle se casse avant d'aller au bus. À cet endroit-là, il y avait, on la voyait en fait sortir de l'immeuble et taper un sprint dans l'allée qu'il y a devant, et enlever son truc sur le nez comme ça. Et donc sur certaine manière, à cet endroit-là, pour moi, le fait qu'elle enlève son machin, il y avait une forme de libération, il y avait quelque chose d'humain qui se mettait un peu à l'œuvre parce qu'elle enlevait ça. Bon, de toute façon, c'est pas dans le film, mais voilà. Il y avait ouais. Ah, comment tu vas? Très bien, et toi? Qu'est-ce que tu fous là encore? Pardon, mais Tanguy, voilà, Tanguy, quoi, on se connaît, Tanguy, tu n'as pas assez vu le film? Faut croire que non. Alors, qu'est-ce que tu as trouvé cette fois? Qu'est-ce que j'ai trouvé cette fois-ci? Non, en fait, j'avais une question, c'était surtout, parce que c'est un truc qui me marque à chaque fois en fait, que je regarde, enfin, que ce soit Grave ou Titane, en fait, c'est à chaque fois la justesse et la précision des coupes entre les scènes. C'est vraiment un truc enfin je sais pas, qui vraiment me marque à chaque fois. Je me dis, mais je trouve que c'est vraiment la frame près.
Et je sais que tu fais des scénarios qui sont vraiment très découpés, très montés. Et comment, en fait, si tu as déjà peut-être des influences en premier lieu, en fait, sur des monteurs, des techniques de montage qui vraiment te donnent envie, et te donnent envie de refaire, en fait, pour ce film-là ou pour ces films-là, ou même, en fait, voilà, la manière dont tu trouves un petit peu ces coupes-là, en fait, au montage. En fait, le montage, c'est hyper instinctif, et d'une certaine manière, c'est assez charnel, dans le sens où tu es vraiment dans la matière de ton film, et donc tu marches énormément, en fait, je dirais pas à l'émotion, mais à la sensation. Ouais, vraiment, tu marches beaucoup à la sensation. Et comme tu dis, en fait, à l'image près, tu peux avoir une sensation vraiment d'inconfort. Tu dis non, c'est pas du tout ça, ça marche pas du tout. Puis tu rajoutes 2 images, tout à coup, c'est fou. Tu te réapaises. Et on est vraiment sur ces énergies-là, quoi. C'est vraiment des trucs qui tombent comme si tu avais un caillou dans ta chaussure. Tu dis non, il y a un truc qui va pas, il y a un truc qui va pas. Et puis après, quand c'est résolu. Donc, en fait, j'ai pas du tout de référence de montage. D'ailleurs, je pense que quand même, c'est vrai que quand on se laisse porter par un film, à moins de le voir 2,5 milliards fois comme toi, on remarque pas le montage. Un montage, c'est aussi un montage bien fait, c'est aussi un montage qui se voit pas, c'est comme des effets spéciaux. Donc du coup, donc j'ai pas vraiment de référence. Par contre, j'ai un monteur dont je vais faire l'éloge là tout de suite, qui est vraiment, enfin moi, qui est mon bras droit depuis que j'ai fait junior, et qui en plus d'être un ami est un frère et quelqu'un qui comprend extrêmement bien mon cinéma, qui me connaît très 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 bien et qui est un génie. Il connaît tout. Enfin, je sais pas de dire, mais en plus pas que en cinéma, en musique, il connaît tout. Dès que j'ai des trucs, je lui parle énormément, par exemple, de quand je suis en train de composer le score avec Jim. J'appelle aussi mon monteur pour dire voilà, on a fait ça, là j'ai envie de tonalité plutôt comme ça, j'ai décidé de partir sur ces instruments, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, ça me fait penser à tel truc, tu devrais l'écouter, blablabla. C'est une encyclopédie vivante de tout. Et je dois dire que quand on est en osmose, on a la chance d'être en osmose comme ça avec quelqu'un avec qui vraiment on passe 24 heures sur 24 de son temps pendant des mois dans une salle qui fait 10 mètres carrés quand on n'a pas de peau et toutes les bonnes elles étaient prises. La nôtre, c'était génial, elle avait le plancher en pente, mais sauf que les chaises, elles avaient des roulettes. Non mais ça a duré. En plus, ils nous ont même pas changé les chaises, donc finalement, encore en parlant d'osmose, j'ai quand même passé tout le montage comme ça, agglutiné, collé à mon monteur, parce que chaque fois que je remontais, je redescendais. Bon bref. Et du coup, c'est vrai que c'est quelqu'un avec qui si tu veux, on danse bien, quoi. Et donc, lui étant très sensible aussi, il y a vraiment, on explore, on va vraiment vers cet instinct, on va vraiment vers ce côté charnel, sans justement essayer de trop théoriser. C'est bien de théoriser à certains endroits. Parfois, c'est bien de savoir que tu fais dans ton film, dans ton découpage ou dans ton scénario, que tu fais des liens entre tel truc, que c'est important que ces liens existent parce que ça veut dire ça, parce que ça va dans le sens de tel thème, parce que tout ça machin. Mais c'est vrai que pour le coup, en montage, personnellement, voilà, je pense qu'il faut, c'est pas l'endroit où théoriser. Je précise aussi une chose qui est importante parce que tout le monde le fait pas forcément. Mais moi, donc sur un plateau, je ne regarde pas les rushs. L'équipe n'a pas le droit de regarder les rushs non plus. Je ne fais pas de replay avec mon combo, donc en fait, je ne veux pas que qui que ce soit voit les images du film, et moi-même, je ne les vois pas autrement que quand que entre action et coupé sur mon combo. Okay, donc personne n'est en possession des images du film à part mon monteur. Et mon monteur, il est un peu aussi, il est un peu mes yeux et mon ressenti pendant le tournage. Parfois je l'appelle, je lui dis bon, t'en penses quoi? Et il me dit c'est genre, parfois ça me stresse, parfois ça m'apaise, parfois on est raccord, parfois je lui dis putain c'est marrant, j'étais sûre que ça allait marcher. Il me dit oh là là, pas du tout. À l'instant, ou alors un truc par exemple où je pensais que c'était de la merde, ou un jeu d'acteur où j'étais pas sûre, et bien non, au contraire c'est mortel. Donc c'est vraiment mes yeux, mon ressenti. Et lui, il commence à monter un ours, donc ce qu'on appelle un ours, c'est un bout à bout, qui est pas vraiment un montage, mais que vraiment un bout à bout clean de tout ce qu'on a tourné dans l'ordre chronologique. Et ce qui fait que quand j'arrive après le tournage, j'ai directement mon bout à bout, que nous avons le rituel de regarder tous les deux chez lui dans sa maison, en mangeant des trucs, ce qui est plutôt cool, parce que ça dure très longtemps, un bout à bout, c'est genre, je sais pas, 4 heures, ça peut être 4 heures, 4 heures et demie, un truc, c'est hyper long.
Et voilà, et on a vraiment ce truc voilà, d'être tout le temps ensemble, très ensemble. Je pense que c'est très important quand même ça. Surtout pour le monteur, je trouve que c'est un poste qui est trop sous-estimé par rapport à l'importance colossale que ça a. Et t'as raison pour les coupes, entre parenthèses. C'est vrai que moi j'ai un truc aussi de... Souvent, entre les coupes, ça se répond. C'est-à-dire qu'on est... Parfois, il y a des gens qui voient parfois de la scénette. On me dit, les détracteurs de mon cinéma, c'est normal qu'il y en ait, mais ils voient de la scénette, ils se disent oui, c'est un bout à... En gros, ils disent que c'est un bout à bout de scènes qui n'ont pas forcément de lien ensemble. Mais ça, c'est parce que moi, je ne tourne rien d'explicatif. J'ai très peu de dialogues et ils sont jamais explicatifs, et j'ai quand même très 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 confiance en les spectateurs, et je me dis que j'ai pas besoin de vous prendre par les mains pour vous expliquer ce que mon film veut dire, et que de toute façon votre interprétation est très importante aussi, même si c'est pas la mienne. Donc c'est vrai que je n'ai pas ces réflexes d'avoir par exemple des plans d'installation. Tu vois, ça c'est ça pour le montage, c'est des trucs faciles, genre je sais pas, ils viennent de passer une très bonne nuit, cut, ils rentrent à la pharmacie pour acheter des capotes, alors du coup, ou dans la contraception, parce qu'apparemment c'est trop tard. Et donc du coup, non mais tu vois ce que je veux dire, et tu vois, t'es à l'extérieur de la pharmacie, et ils rentrent dedans, mais ça je ferai jamais un truc pareil, moi j'y arrive pas. C'est pas du tout, moi je rentre dans la scène, dans le cœur de la scène, et le cœur de mes scènes se répondent entre eux. Donc forcément les coupes se répondent entre elles aussi. Tu vois ce que je veux dire? Après, on adhère ou pas, mais on s'en fout. C'est le rythme que je donne à mon film, quoi. Ton monteur qui s'appelle Jean-Christophe Bouzy. Jean-Christophe Bouzy, ce saint homme. Et c'est pourquoi il est cité aussi au scénario. Oui, parce que en fait, là, c'est pas toujours le cas, mais là, quand vraiment, à un moment où j'avais même pas commencé à écrire une ligne de mon film, enfin j'avais pas du tout commencé le scénario, mais je lui ai dit vas-y viens on fait des sessions et on parle, et je lui donnais en fait finalement toutes les idées que j'avais, je lui en parlais, et on faisait ce qui s'appelle de consultation, c'est-à-dire de la maïotique. Il m'a aidé en fait à un petit peu, tu vois, trouver les liens entre mes différentes idées, à un moment où j'avais pas du tout commencé, mais juste pour essayer de dégoter une forme de structure de tout ça, parce que comme je le dis, moi je me lance pas dans le scénario sans quand même un semblant de structure, sinon c'est vraiment trop galère. Mais et vu que évidemment il est monteur et que je lui fais confiance, la structure c'est quand même vraiment son truc, et donc on a fait ces sessions là avant, c'est pour ça que je l'ai mis. C'est la combienième fois ce soir? 9e, je crois. 9e fois. Pas mal. Qui a découvert le film ce soir? Ah ouais, c'est beau. Ah c'est bien, c'est cool. Super. Moi, j'avais pas non, c'est bien. Qui a une autre question? Comment on peut... Vous êtes quand même content de la découvrir ici plutôt qu'à la maison, à la télé, non? Alors, il y a une question là-bas, après on viendra. C'est mieux. Alors bonsoir. Bonsoir. J'ai vu donc 3 fois le film, donc la première fois je l'ai détesté, la deuxième fois aussi, et cette fois-là je l'ai moins détesté, je l'ai même apprécié. Un grand masochiste dans la salle, mon Dieu. Parce qu'en fait la deuxième fois je l'ai regardé parce que je faisais un exposé dessus pour parler de la violence, enfin la représentation de la violence dans le cinéma, et justement sur la représentation de la transidentité que j'avais au début mal comprise, parce que je la voyais vraiment de façon très violente quand dans l'aéroport par exemple, elle se casse le nez, elle se transforme totalement. Je peux t'arrêter 2 secondes? Oui. Mais il n'est pas du tout question de transidentité dans mon film. Hein. Oui, mais... Mais pas du tout, mais même pas de loin, quoi. Mais j'ai ressenti ça comme ça, parce que du coup, il y a un passing d'homme, du coup. Oui, mais attends, dans transidentité, il y a identité. C'est quand même un truc plus profond que juste se mettre des bandages sur les seins. Non mais c'est pour ça, au début je l'avais vu comme ça, la deuxième fois aussi, mais cette fois c'est la troisième fois. Mais t'as combien à ton devoir? J'ai pas eu la note. Écoute, ne t'attends pas non plus à un truc de fou. Hein. Je pense pas, mais du coup forcément, après quand j'ai fait le devoir, du coup, et entre le devoir et aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a eu une grosse réflexion. Ben, forcément, aujourd'hui j'ai compris du coup que c'était pas question de transidentité, mais c'est vrai que aujourd'hui... À la 3e fois. Ah pardon, oui, la 3e fois du coup, avec... Comment dire? Désolé.
Non, t'excuses pas, il n'y a rien, mais tu me fais rire, c'est tout. Ouais, voilà. Je voulais savoir, du coup, bon, je vais partir encore dans cette histoire de transidentité. On va faire comme si j'étais l'avais vu la première fois. Non, maintenant je me perds. En fait, vous m'avez coupé au mauvais moment. Non, excuse-moi, je t'ai coupé parce que le problème c'est que on peut pas parler d'un truc qui est pas dans le film. Oui, mais en fait, je voulais dire que du coup, la troisième fois, j'avais compris du coup que. Alors dis-moi que là, c'était la troisième fois, c'est ce soir. Oui, c'est ça. Alors à travers quoi tu l'as compris? Dis-moi les exemples. Juste un peu. En fait, la première fois, je l'avais vu au cinéma, mais je l'avais détesté complètement, désolé. Mais, je commence à avoir compris. Mais... Et la seconde fois, je l'avais vu sur du coup l'ordinateur, mais j'avais encore, j'avais encore ce ressenti de la première fois que j'avais vu au cinéma du coup, et j'avais pas cette même expérience que du coup j'ai re-eu cette troisième fois. Et j'ai aussi un œil de spectateur qui est différent d'il y a un an du coup. Et bon, avec tout l'aspect technique et surtout l'aspect du son que j'avais pas ressenti la première fois, c'est vrai que bon, je l'ai apprécié d'une autre manière et comment dire. Attends. Une seconde. Tu peux pas l'aider? Oui, pardon, excusez-moi. Du coup, après cette scène de l'aéroport, en fait, oui, voilà. C'est bon. Vous voulez qu'on passe à d'autres questions, qu'on vienne vers vous? Non, il a trouvé, attends 2 secondes. C'est compliqué, désolé. Hein. Je suis désolé. Mais Je peux réagir. Oui, vas-y. Non, ça m'intéresse comme réaction. Et vous allez voir, ça va être un peu délirant aussi. Okay. Alors, c'est la première fois que je vois ce film. Je vais beaucoup à la cinémathèque, je vois beaucoup de films. Et pour être honnête, et je vais être honnête, on est un peu là pour être honnête, je suis venu à reculons. Il y avait Damiano Damiani, je voulais vraiment voir les Damiano Damiani, Amityville, et Comment tuer un juge. C'est des titres, on a envie d'y aller. Titane, c'est la Palme d'Or, Cannes, etc. Moi, j'ai un peu ma soupe de tout ça. Et je me suis dit, bon, j'ai quand même vu Grave. Grave, j'avais trouvé plutôt ça bien, en me disant oui, mais non, mais oui, mais quand même. Hein, en gros, Grave. Et là, je vois Titane. Les 30 premières minutes, je me dis, oh là là, un peu comme La Bonne Femme, hein, derrière un film de taré, machin. Et donc, en gros, ce que je veux dire, c'est que vous demandez beaucoup aux spectateurs, entre guillemets, dans la croyance. Et vous faites progresser enfin, sur moi en tout cas, mais le bon spectateur, le spectateur honnête, vous le faites progresser dans son regard, et vous l'avez, enfin c'est le mot, le terme que vous avez employé, c'est l'idée d'empathie. C'est vrai qu'il y a à l'origine ou à la base, ou sur les prémices, un refus de réalité. Et donc, c'est vrai pour le spectateur, on va dire, de base, etc., tout ce qu'il faut avaler, ouais, voilà, tout ce qu'il faut avaler, enfin, la fille qui se fait prendre par, enfin, qui prend son pied, on va dire comme ça, avec la bagnole et machin, et en plus qui, à la fin, va accoucher d'eux, on se dit, quand même, à la première vision, c'est ma première vision, à la fin des fins, hein, on est à la toute fin du film. Ok, elle m'a dit tout ça, et là, je vous mets même l'intervention de Julia Ducournau, Du Cournot, pardon. Oula. Vous appelez comment, vous? Si vous appelez Robert, je ne vais pas vous appeler Trébord. Ou Roger, etc. Exact, tout à fait. Donc, en stand-up assise, mais qui s'étend, je me dis, bon, à la fin des fins, c'est quoi? Refus de la réalité, la réalité, je la fuis, j'ai bien entendu, c'est une horreur, etc. Très bien. Non, j'ai pas du tout dit ça, mais pourquoi pas? Mais vous avez dit pas loin. Alors c'est bien parce que dans la vie, alors si on parle, mon cher, si on parle, on va comprendre que la nuance c'est important, que les mots veulent dire quelque chose, et on va arrêter de dire n'importe quoi, monsieur, d'accord? Très bien, d'accord. Alors pour être tout à fait précis dans les mots qu'on utilise, etc. Après, il faut juste reprendre tout ce qui a été enregistré, si ça a été enregistré. Hein. Mais bon, après, si on est un peu approximatif de pas voir. Où vous voulez en venir, monsieur? Non, c'est là où je veux en venir. C'est à la fin des fins. Elle fait ce film, la réalisatrice. Moi. Voilà. Et il y a Vincent Lindon qui a perdu
gamin, faut le dire comme ça, et il se retrouve avec un hybride dans les bras. Ouais, non, c'est là que je veux en venir. Non, il faut une question. Oui, alors c'est quelle est votre idée de l'humanité, et est-ce que l'humanité est consubstantielle à la monstruosité, et quelle est votre idée de la monstruosité dans l'humanité? Ça, c'est ma question, enfin, ça a l'air d'être... Ok, c'est une bonne question, ça va. Et ce sera la dernière, non, parce qu'il commence à être crevé. Non, ils m'ont épuisé là, les deux, là, c'est pas possible. Alors, monsieur, votre question, elle est pas si pourrie, c'est bien. C'est une bonne idée. Donc, quelle est ma vision de l'humanité? Je pense que ma vision de l'humanité, elle est dans l'évolution, comme je disais tout à l'heure, elle est dans la mutation, surtout. Moi, j'ai une vision très existentialiste de l'humanité. Je dois dire que j'ai été extrêmement marquée par les écrits de Sartre et de Camus quand j'étais en études supérieures et tout ça. Et c'est quelque chose qui guide énormément, en fait, ma vie. C'est-à-dire que je pars du plein de principes. Je pars du principe que quand on est plusieurs dans la vie, qu'on devient plusieurs, d'ailleurs on ne parle que de devenir, je ne parle jamais d'être vraiment, mais que de devenir, il faut être plusieurs pour devenir un. Et ça, j'y crois beaucoup. Je crois beaucoup à cette idée de mutation et d'évolution. Je crois beaucoup, évidemment, que l'essence ne se découvre qu'à travers l'expérience, ça c'est une évidence, et c'est ce dont je parlais tout à l'heure. Et donc, du coup, à la fin de mon film, l'idée, c'était évidemment de faire advenir cette idée du titan, de la titane. Évidemment, on dit titanide normalement, mais j'ai fait un petit entorse à la règle. Mais parce que pour moi, le bébé est une fille. Et donc, en fait, de faire advenir cette nouvelle humanité qui est dans mon titre, et de la montrer, en fait, plus forte que ce que nous étions avant ce bébé, mais plus forte pas seulement parce qu'elle a un endosquelette en métal, mais plus forte parce qu'elle est née dans l'amour. Elle est née dans l'amour, un amour qui ne juge pas, un amour qui ne regarde pas la plaie ou la monstruosité comme une anomalie. Ce qui est le cas au début avec Alexia. Alexia n'est pas née dans l'amour, Alexia se fait ignorer par son père pendant tout le début du film, et sa cicatrice, tout ça, est vu comme quelque chose de différent. Alors que là, on parle d'un bébé qui est né dans l'acceptation de cette oui, si on peut dire, monstruosité. Et c'est ça, voilà, que je voulais soumettre à la fin. C'est cette espèce d'amour inconditionnel et d'espoir aussi, en se disant que quel que soit le monde de demain, s'il naît dans l'amour et s'il naît dans l'acceptation, je pense qu'il sera plus fort, en tout cas, ça c'est sûr. Voilà. Ça peut paraître sûrement naïf, mais en tout cas, c'est ce que je dis à la fin de mon film. Eh bien, j'aime bien cette réponse. Bon, on va finir par s'entendre, monsieur, attention. Eh bien,